Monsieur Farid Bouzid, bonjour. Bonjour Madame Souila Lachmi. Alors, sur instruction du président de la République, le recrutement des titulaires du doctorat et magistère a commencé au niveau de votre département ministériel. Vous avez mis en place, depuis hier, 14 heures, la plateforme de recrutement pour 7400 postes à pourvoir. C'est le cas, monsieur Effectivement, Bouzid. Madame Souila Lachmi, je vous remercie. Donc, lors du Conseil des ministres du 14 mai, donc, Monsieur le Président de la République a adopté les propositions qui ont été les propositions de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur concernant le recrutement des titulaires de doctorat et ceux de magistère. Donc il y a eu quand même des propositions, c'est-à-dire qui consistent au recrutement des enseignants maîtres assistants en qualité de maître assistant classe B au niveau des établissements pédagogiques. Également, ça c'est des postes de permanents. Également comme maître de recherche classe B au niveau des centres de recherche. Et la troisième proposition comme permanent, c'est le recrutement dans des postes administratifs, c'est-à-dire que les recruter dans un grade qui est le plus élevé dans la fonction publique, qui est l'administrateur conseiller. Et en plus de ça, ces derniers seront dispensés des conditions d'accès pour un poste supérieur, c'est-à-dire que c'est un poste de chef de service ou là de chef de bureau. Il n'est pas astreint donc à des conditions, il pourrait être directement nommé comme chef de service. Donc il y a la quatrième proposition également qui est le recrutement par contrat. Donc au niveau des établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire un contrat de formation. Et il y aura aussi un contrat qui est de 3 années renouvelable. Et également la cinquième proposition, c'est le recrutement de ces populations, des concernés, les titulaires de doctorat et ceux de magistère, dans un centre de recherche pour faire de la recherche. Donc ce sera pour contrat, voilà, exactement. Alors justement par rapport à ce recrutement, les critères de recrutement et les domaines d'activité recensés aujourd'hui pour le recrutement de ces 7400. Voilà. C'est le nombre exact, les 7400. C'est-à-dire qu'il y a les 7467. Ça, nous avons recensé un peu les besoins des enseignants. Comme vous le disiez tout à l'heure, donc il y a eu une plateforme qui a été installée déjà en février. Nous avons recensé tous les titulaires de doctorat et de magistère. Donc nous avons une idée à peu près du chiffre demandeurs d'emploi, c'est-à-dire qui demandent d'être recrutés au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Et hier, nous avons ouvert une plateforme. Ce sera une plateforme, si vous voulez, un peu de pré-recrutement qui va identifier un peu, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà inscrits au niveau de la plateforme pourront y accéder et faire leur choix par rapport aux besoins des établissements. Donc ils vont déposer leur dossier de recrutement qui est composé comme d'habitude, de la fiche de renseignement, les différents diplômes et leurs activités d'enseignement, s'ils ont fait de l'enseignement, s'ils ont fait de la recherche. Et puis ils choisiront, donc ils auront le choix de choisir choisir les établissements qui sont demandeurs, si vous voulez, d'emploi au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Ce sera donc les besoins sont définis par spécialité. Je prends un titre d'exemple, un mathématicien, il va cliquer sur les mathématiques, sur la filière, il aura tous les établissements qui vont s'afficher. Après, il choisira tous les établissements, il a le droit de choisir une quinzaine d'établissements. Donc une fois qu'on termine, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aurait terminé, et ce sera, je tiens à préciser que ce sera donc pour les docteurs et les titulaires de magistère et les non-salariés. Exceptionnellement pour cette année, on va recruter les non-salariés. Voilà, donc peut-être les gens vont se poser la question pour dire, voilà, donc par rapport au statut, on dit que le recrutement d'un fonctionnaire, est un droit, donc qui fait que nous avons demandé exceptionnellement pour la Direction générale de la fonction publique, qui nous a accordé donc une dérogation exceptionnelle pour qu'on puisse recruter que les non-salariés au titre de l'année 2023. Alors, mais bien sûr, préalablement, avant l'ouverture de cette plateforme, depuis hier 14 heures, est-ce que vous avez recensé le nombre global des détenteurs du doctorat et magistère qui sont en chômage actuellement et en attente d'emploi à travers tout le territoire national, au niveau de toutes les universités? Est-ce que vous avez le nombre exact, Monsieur Bouzid? Depuis hier, donc vers 22 heures, il y a eu quand même 500 demandes, c'est-à-dire 500, si vous voulez, qui sont inscrits, qui ont déposé sur la plateforme. Et je vous ai dit que de toutes les façons, nous avons recensé déjà auparavant. Nous savons
combien de docteurs qui sont titulaires d'un doctorat, qui ne travaillent pas, et ceux de magistère également. Donc nous avons 7469, dans ces 1900 qui sont titulaires d'un doctorat, et 1409, excusez-moi, qui sont titulaires d'un magistère. Voilà, ces gens-là pourront maintenant directement accéder à la plateforme via leur code d'accès. Nous leur avons déjà communiqué auparavant. Je dirais pour ce qui est des gens c'est des candidats qui souhaiteraient, qui vont reformuler leur demande avec le dépôt de dossier, avec le choix. Peut-être il va oublier son code d'accès, il pourra contacter le ministère de l'Enseignement supérieur et on pourra éventuellement, la direction des réseaux, on pourra éventuellement lui communiquer le code d'accès pour qu'il puisse accéder à la plateforme. Alors je voudrais revenir sur un aspect que vous avez soulevé un instant, Monsieur Bouzid, vous parlez bien sûr d'une dérogation exceptionnelle qui vous a été donnée par la Direction générale de la fonction publique pour les 7400 postes d'emploi, un peu plus peut-être, légèrement. Alors que ce qu'on sait, c'est qu'à travers les universités, les détenteurs de doctorat et de magistère, ils sont un peu plus en attente d'emploi, un peu plus de 20 000. Comment vous pouvez l'expliquer aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut considérer que ce que vous avez opéré, c'est un premier emploi en attendant le second ? Bien sûr, c'est un premier emploi. Sachez que maintenant, il y a une moyenne de 16 000 à 17 000 qu'on a recensé, d'autres qui disent que c'est un peu plus, mais l'université ne pourra pas contenir tous ces mots. Mais sachez que chaque année, nous recrutons, le ministère de l'Enseignement supérieur recrute donc des docteurs pour l'encadrement pédagogique au niveau et également au niveau des centres de recherche. Maintenant, ça, c'est un cumul peut-être des années précédentes qui fait qu'il y a à peu près 3000 chaque année des docteurs qui sortent, qui fait que dans tous les autres pays, je pense que 80% sont orientés vers les entreprises et 20 si vous voulez, 20 à 25%, ils vont vers l'enseignement et la recherche, qui fait qu'on ne pourra pas contenir tous ces gens-là. Vous savez que nous, chaque année, nous avons entre 2000 à 2500 qu'on recrute. Cette année, nous sommes partis à 3000, à 7000. Et c'est un soulagement. Donc, on remercie le président de la République. Et on remercie également le ministère des Finances qui nous a dégagé des postes. Sachez que nous avons un programme de recrutement, donc jusqu'à 2024. Et nous avons un déficit à peu près de 6 000 à 7 000 postes budgétaires afin d'atteindre un taux d'encadrement assez quand même. Aujourd'hui, nous sommes à 1,25 et d'ici 2023, on devrait atteindre normalement un enseignant pour 23 étudiants. Vous parlez d'un plan de recrutement jusqu'à 2024. Comment il se décline ce plan de recrutement au niveau de votre département ministériel? Exact, effectivement. Donc il y a un plan qui a été élaboré en 2024, donc le plan stratégique d'enseignement supérieur, et qui consiste en matière de l'encadrement pédagogique. C'est que depuis 2021, nous avons un taux d'encadrement qui était de 1,26 et on doit atteindre d'ici 2024 un taux d'encadrement qui est de 1,29. Comme vous le savez très bien, le taux d'encadrement, c'est le nombre d'enseignants par rapport aux étudiants. Qui fait que vous savez qu'au niveau, sur le plan international, il y a des normes. Nous devons atteindre normalement, pour ce qui est des sciences technologies, on doit atteindre un enseignant pour 18, et dans les sciences sociales et humaines, c'est un 24. Qui fait que maintenant, nous avons fait il a été adopté, et voilà. Donc, qui fait qu'aujourd'hui, avec les 7000 qu'on va recruter, nous allons atteindre nos objectifs qu'on a fixés dans le programme stratégique de l'enseignement supérieur en matière de recrutement. Mais quand vous parlez d'encadrement, vous parlez spécifiquement des enseignants ou vous parlez aussi du personnel administratif Bien également, sûr. Monsieur Bouzid? Oui, on parle surtout des enseignants. Pour le personnel de l'encadrement, nous avons des postes vacants qui se dégagent chaque année. C'est vrai que depuis 2016, nous n'avons pas eu de poste budgétaire, nouveaux postes budgétaires. Donc nous utilisons les postes rendus vacants chaque année, soit à travers donc les démissions, les retraites, les décès, qui fait que voilà, nous avons besoin, surtout qu'on nous sera amené maintenant à ouvrir des écoles, des nouvelles écoles d'ici la rentrée prochaine, on sera amené quand même à demander le personnel de soutien qui est le personnel administratif. Alors entre l'inscription sur la plateforme et les délais de traitement des dossiers, est-ce que vous vous êtes fixé les échéances pour bien sûr retenir ceux qui seront bien sûr inscrits pour l'année 2024? Oui, effectivement, donc comme vous disiez, donc la plateforme est ouverte depuis hier, donc jusqu'au 25.
donc jusqu'au 25 juin. Et à partir de là, donc une fois on aurait clôturé, il y aura donc une fiche qui va être générée par la plateforme et on pourra transmettre tous les dossiers, c'est-à-dire que tous les dossiers seront transmis aux établissements pédagogiques pour le traitement. Donc le traitement se fera, si vous voulez, le recrutement en toute transparence, bien sûr. Neutralité aussi. Neutralité, il pourra lui-même déjà s'auto-évaluer parce que les critères sont clairs. Il pourra lui-même s'auto-évaluer et seront transmis donc aux établissements concernés selon les vœux et selon les besoins des établissements. Ils vont commencer donc le traitement de dossier qui est maintenant l'étude de dossier administrative, les conditions, si vous voulez, les conditions sur le plan pédagogique, s'ils ont fait de la recherche. Et à partir de là, donc une fois qu'on termine, les établissements vont terminer, il y aura aussi l'entretien. Vous savez très bien que en deux phases, donc se fait en deux phases, c'est l'étude de dossier par rapport aux critères qu'on a définis, qui sont définis depuis quand même assez longtemps, donc ils sont connus, et juste après, une fois que son dossier est accepté, on va l'inviter maintenant bien sûr à un entretien. Les entretiens seront différés parce qu'il se pourrait que quelqu'un fasse sa demande au niveau d'Alger et puis aussi à Constantine. Il faut lui laisser le temps avec les conférences. On va organiser tout ça pour permettre à nos étudiants, aux candidats d'assister, donc de participer à l'entretien. Je voulais vous en parler tout à l'heure, vous m'excusez, c'est au sujet, une fois qu'il a déposé son dossier, donc il y aura une alerte qui sera adressée aux candidats pour les informer que leur dossier, par exemple, a été orienté vers telle université, selon son choix, bien sûr, et selon les besoins de nos établissements. Et les entretiens se dérouleront au niveau des universités qui ont été retenues par candidat. Bien sûr. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Bien sûr, c'est l'instruction du président. La priorité, bien sûr, c'est le recrutement des détenteurs du doctorat et de magistère. Est-ce que ceux que, par exemple, détenteurs également de master sont concernés ou le seront ultérieurement? Est-ce que c'est une question qui est à l'ordre du jour? Concernant donc les titulaires de master ne sont pas concernés. Vous sachiez que c'est un master professionnel, donc c'est des titulaires de master qui sont orientés vers les institutions et les administrations publiques et vers les entreprises. Vous savez très bien que le master est un master professionnel. Nous recrutons qu'avec le doctorat. Maintenant, ceux du magistère, au niveau université, ce sera que le recrutement par le biais de doctorat. Maintenant, ça, c'est des titulaires de magistère depuis quand même assez longtemps. Il n'y a plus de magistère. Donc, qui fait que nous allons recruter dorénavant, une fois qu'on aurait terminé ces opérations, que les titulaires de doctorat qui auront l'accès. Le président de la République, on l'a vu à travers ses différentes interventions, a toujours demandé la valorisation aujourd'hui du personnel enseignant dans tous les domaines d'activité, les universitaires, les détenteurs de doctorat. Bien sûr, cette matière grise dont on a besoin aujourd'hui, qui représente pratiquement l'élite nationale. Il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts au niveau de votre département ministériel. Sur le plan des statuts, est-ce que vous avez avancé? C'est la question que je voulais vous poser. Très bien, je vous remercie. Et justement, lors du Conseil des ministres du 14 mai 2023, Monsieur le Président de la République a ordonné donc, le ministère de l'Enseignement supérieur à révision des statuts. Donc, si vous voulez, ça rentre dans le cadre des engagements du Président envers les enseignants-chercheurs. Donc, les statuts ont été donc élaborés, ils sont en discussion. Donc, nous avons 3 statuts, le statut de l'enseignant-chercheur, celui du chercheur permanent, et également les enseignants-chercheurs hospitaliers universitaires. Donc, nous avons 3 statuts. Nous avons terminé les 2 statuts concernant les enseignants-chercheurs et les chercheurs permanents. Il est en discussion au niveau de la fonction publique. Et pour ce qui est du 3e, qui est les hospitaliers universitaires, nous avons terminé, c'est-à-dire que le statut, parce que comme vous le savez, les hospitaliers universitaires, ils sont régis par 2 tutelles, qui est l'enseignement supérieur et ceux de la santé. Nous avons terminé avec l'enseignement supérieur, en matière de recherche et formation et enseignement. Et cette semaine, donc, il y aura une rencontre avec nos collègues du ministère de la Santé pour discuter un peu sur les activités de santé. Vous savez très bien qu'ils font de la pédagogie, de l'enseignement. Ils travaillent également dans les infrastructures qui sont les infrastructures hospitalières. Voilà. Donc, presque on a terminé. Nous, en ce qui concerne les hôpitaux, nous avons terminé. Il reste juste la partie qui est le régime indemnitaire qui doit être discuté avec nos collègues du ministère de la Santé.
Alors, Monsieur Khalid Bouzid, on va parler bien sûr de salaire et revalorisation salariale par rapport à la corporation universitaire. Alors, avant d'aborder bien sûr cette question, je voudrais revenir un peu sur cette révision des statuts. Vous dites on l'a finalisé, on a tout fini. Il reste bien sûr pour la corporation qui est concernée également par le secteur de la santé, les hospitalo-universitaires. Que va-t-elle apporter de plus, bien sûr, cette révision des statuts à la corporation universitaire, Monsieur Khalid Bouzid? Je vous remercie. Donc, concernant les statuts, donc la révision des statuts, donc ça a été discuté, il faut le préciser, avec les différents syndicats. Tous les syndicats. Donc, tous les syndicats, des enseignants-chercheurs, des chercheurs permanents et ceux des SNECHU concernant les hôpitaux universitaires. Donc maintenant, depuis 2008, donc le statut date quand même depuis plus de 15 ans, qu'il va falloir maintenant l'adapter par rapport aux nouvelles exigences et surtout par rapport aux nouvelles missions de l'enseignant au niveau des établissements d'enseignement supérieur. Voilà, donc nous avons revu un peu toutes tout ce qui est les missions des enseignants, c'est-à-dire que également nous avons revu aussi c'est-à-dire que tout ce qui est, vous savez très bien maintenant avec le LMD qu'on a introduit en 2004, et le statut, ça a été généralisé en 2006-2007, le statut venait en 2008. Donc, qui fait qu'il y a des activités qui n'ont pas été prises en charge, et nous les avons pris en charge au niveau de ce statut, que ce soit par exemple pour la formation à distance, que ce soit aussi pour les créations de start-up, encourager l'enseignant à créer de la richesse, si vous voulez, tout ce qui est innovation, et également le développement de la recherche et de l'innovation au niveau de la valorisation de leurs résultats. Il y a aussi la contribution aux méthodes pédagogiques, c'est-à-dire que les nouvelles pratiques pédagogiques. Donc voilà, nous avons un peu revu tout le statut avec le syndicat et toutes les missions. Il y a également aussi sur l'éthique et la déontologie qu'on avait introduit auparavant. Il y a également aussi qui existait auparavant. C'est vrai que le recrutement des nouvelles recrues, c'est-à-dire des maîtres assistants, ils sont dans le nouveau statut. Nous avons institué que ces enseignants, les nouvellement recrutés, sont astreints à une formation durant leur stage. C'est-à-dire que les formations, ça existait depuis 2008. Depuis 2018, il y a une plateforme. Donc c'est une formation à distance qui va permettre un peu à ces enseignants qui rentrent pour la première fois, qui font de l'enseignement. Comme vous savez très bien que le métier d'enseignant est quand même, c'est pas dans n'importe qui, il faudra quand même qu'ils communiquent convenablement, qu'ils doivent avoir des acquis pédagogiques. Vous savez, nous avons des nouvelles pratiques pédagogiques, l'introduction des TIC dans la pédagogie, ce qu'on appelle les TIS, donc les techniques d'information et de communication pour l'enseignement. Nous allons lui expliquer également ses droits, ses devoirs, l'université elle est composée de quoi, tout ce qui est éthique et déontologie, toutes ces choses-là, qui fait que nous allons commencer par ça. Après, on rentre dans le cœur du métier en parlant des nouvelles pratiques pédagogiques et l'introduction des TIC. Voilà. Mais concernant aujourd'hui la publication des résultats de la recherche, c'est pris en considération également dans les statuts révisés aujourd'hui? Oui. Ça permettra aussi d'avoir une visibilité avec obligation de résultats pour les universités également. Voilà. Monsieur effectivement, nous avons créé des primes concernant les salaires, donc qui sont liées à des primes. Ces primes-là, donc nous les avons. Je prends un titre d'exemple, l'accompagnement de création de start-up. Projet innovant de l'entrepreneuriat, donc il sera c'est-à-dire rémunéré dans ce sens. La même chose pour la prime d'excellence, par exemple. Pour ceux qui, par exemple, qui publient dans des revues de renommée internationale, titre d'exemple dans les revues A+ ou A, ces gens-là vont être quand même, ils auront une prime d'encouragement, et ça va nous permettre aussi, en ce qui nous concerne nos établissements, qu'ils soient visibles sur le plan international. Et vous avez parlé tout l'heure de la prime de valorisation des résultats de la recherche, qu'il faudra aussi encourager. Donc, qui fait que ces primes qui vont être maintenant, si vous voulez, qui vont être les primes destinées à ces enseignants, seront donc évaluées. Donc, ce sera du palpable. C'est-à-dire qu'en plus des indemnités qui existaient auparavant, nous avons rajouté d'autres indemnités qui vont nous permettre maintenant de pousser l'enseignant qui fasse un peu plus d'efforts et permettre également à nos universités d'être visibles et la prise en charge de nos étudiants. Mais justement, par rapport à cette visibilité, par rapport à ces motivations et ces encouragements en direction des enseignants universitaires, pour le régime indemnitaire, les valorisations sont à la hausse, véritablement hausse, c'est-à-dire payer les enseignants comme il se doit aujourd'hui. Monsieur Khalid
Bouzid? Oui, c'est un projet de toutes les façons. C'est un avant-projet qu'on a soumis, discuté avec les syndicats, Je pense qu'il va falloir valoriser, c'est ce que les orientations de Monsieur le Président de la République, c'est de valoriser un peu les activités de l'enseignant, et permettre aussi d'avoir quand même une vie décente avec un salaire assez consistant. Préserver la dignité des enseignants. Voilà. Mais sur le régime indemnitaire, est-ce que vous avez avancé également? Est-ce qu'on peut avoir des indications ce matin, Monsieur Felid Bouzid, ou alors il est encore en discussion avec les différents partenaires sociaux? Nous l'avons finalisé. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Et il y a des primes, donc vous avez pas mal de primes. Donc il y a la prime d'amélioration des performances qui existait auparavant, l'indemnité d'expérience, l'indemnité d'encadrement pédagogique, qualification et documentation, ça existait. Nous avons rajouté d'autres primes pour pousser les enseignants à ce qu'ils fassent un peu plus d'efforts sur les activités pédagogiques à distance, mettre par exemple son cours en ligne, tout ça, qui fait que permettre un peu, et ils auront une prime dans ce sens d'encouragement, et également la prime d'encadrement pour la création de start-up, comme je le disais, et que ces start-up, des projets innovants et de l'entrepreneuriat. Donc c'est l'enseignant, auparavant c'est vrai qu'il accompagnait l'étudiant, mais il était j'allais dire qu'il n'est pas récompensé, mais qu'il était quand même pas, il n'avait aucune prime. Donc ce sera une prime d'accompagnement et d'encouragement pour permettre aux enseignants d'accompagner les étudiants vers la création des entreprises. Mais hormis bien sûr ces primes nouvelles, les primes antérieures, est-ce qu'elles ont été également revalorisées en prenant en considération plusieurs paramètres aujourd'hui, puisque l'instruction également du président de la République a demandé à assurer une dignité à tous les travailleurs et salariés à travers tout le territoire national et dans tous les secteurs, et également celui de l'enseignement supérieur. Effectivement, donc il y avait des taux, vous savez très bien que les primes sont attribuées par rapport à un taux qui a été fixé dans les statuts, si vous voulez, le décret présidentiel de 2007 concernant les primes, tout ce qui est indemnité. Et nous avons rehaussé un peu, c'est-à-dire pour tout ce qui est prime de performance qui était de 40%, on va l'avoir visé jusqu'à 60%. Également, pour ce qui est de l'indemnité de qualification scientifique qui était de 25 à 65%. La même chose pour les indemnités de documentation qui restait la même, qui était de 16 000 élémentaires à 18 000 à peu près. Donc je souhaitais ne pas donner de salaire exactement, c'est-à-dire les chiffres. Et la prime de perfection au niveau national et international. Sachez que ce qui a été fait aussi, c'est que maintenant pour la formation des enseignants, avant ils bénéficiaient des stages, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les enseignants qui bénéficient des stages. Aujourd'hui, nous allons leur donner une prime de stage au niveau national et au niveau international. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, il pourra, donc c'est une prime qui est attribuée chaque mois, et à la fin de l'année, il pourra faire sa formation, soit ici, là je parle du perfectionnement et du recyclage, donc pour actualiser ses connaissances, à la fin de l'année, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Voilà, un peu, si vous voulez. Alors, j'allais vous poser une question, Monsieur Bouzid. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, une simulation sur l'éventuel salaire que pourrait, à l'avenir, percevoir un enseignant universitaire? Est-ce que vous pouvez nous donner, c'est-à-dire une idée du salaire qu'il pourrait percevoir, ou alors vous préférez garder ça en attendant son adoption définitive? Ouais, je souhaiterais peut-être donner, je ne peux pas donner exactement le chiffre, là ce n'est qu'un projet, le montant si vous voulez, ce n'est qu'un projet c'est un avant-projet qui est toujours en discussion au niveau de la DGFP et avec nos collègues du ministère du ministère des Finances. Donc, DGFP, bien sûr, la direction de la fonction publique. Voilà. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Est-ce que ce régime indemnitaire, et par rapport à certaines primes, pourrait concerner également nos chercheurs universitaires qui sont à l'étranger, qui pourraient s'associer à des travaux de recherche ici en Algérie avec leurs partenaires algériens, c'est-à-dire avec des universités algériennes? Oui, effectivement, bien sûr. Vous l'avez élargi également? C'est-à-dire qu'ils sont élargis d'autant plus dans le statut. Là, il y a un article qui prévoit maintenant le recrutement et la réintégration des nationaux qui sont établis à l'étranger. Ils pourront être, si demain souhaiteraient rentrer en Algérie, ils pourront être recrutés directement et ils auront le même titre qui est acquis à l'étranger. Donc si maintenant il est recruté chez nous, il pourra bénéficier de toutes les indemnités qui sont liées aux enseignants qui sont établis ici au niveau national. Alors, oui.
Alors vous avez des questions des auditeurs qui vous disent par rapport à cette question de la plateforme qui a été ouverte depuis hier 14 heures pour le recrutement, on va le rappeler bien sûr, des détenteurs de doctorat et de magistère non salariés. Vous avez tenu à le préciser ce matin, Monsieur Falid Bouzid. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit: je n'arrive pas à accéder à la plateforme. Elle est ouverte jusqu'au 25, donc il a le Oui. temps. C'est-à-dire qu'il est ouvert sur le 25, C'est mais... pas le premier arrivé, le premier servi. Non, il pourra, c'est-à-dire que si le gars, si maintenant le candidat est non salarié, nous avons fait donc une note qu'on a adressée, qu'on a mis sur le site, pour dire, particulièrement pour cette année, l'année 2023, ce sera destiné pour les titulaires de doctorat et de magistère non salariés. Qui fait que maintenant, s'il est salarié, il ne pourra pas accéder à la plateforme, il ne pourra pas... Tout simplement, je disais tout à l'heure, nous avons quand même demandé à la Direction générale de la fonction publique, exceptionnellement, une dérogation pour qu'on puisse recruter des titulaires de doctorat et de magistère non salariés. Et on passera après, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les prendre, mais pour exceptionnel cette année, ce sera pour les non salariés. Voilà. Alors, vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit: pourquoi exclure ceux qui sont salariés aujourd'hui? Bon, on a exclu, parce que la proposition qu'on a faite déjà par M. le ministre lors des conseils des ministres, nous avons parlé des non-salariés, parce que tout simplement, pour cette année, en fonction des postes budgétaires qui nous ont été dégagés, nous ne pouvons prendre que les non-salariés, et c'est tout à fait normal que nous allons commencer par ceux qui n'ont pas de travail. C'est des chômeurs. Pour résorber le chômage. Pour résorber le chômage. Des universitaires. Et à partir de là, l'année prochaine, bon, ce sera ouvert à tout le monde, que ce soit salarié ou non salarié. C'est ce qui se faisait auparavant. Voilà. Mais exceptionnel pour cette année, ce sera pour les non-salariés. Alors, je vais vous poser une question qui est très importante aujourd'hui, qui est d'actualité. Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, on va aller vers l'extinction de certaines formations qui ne sont pas pourvoyeuses d'emploi? Par exemple, vous avez certaines formations où les gens se sont orientés vers d'autres activités qui ne répondent pas au profil de leur formation, comme par exemple l'océanographie. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit: ma fille est diplômée depuis 2017, magistère en océanographie, et elle n'a pas trouvé d'embauche. Elle est en chômage à ce jour. Peut-être pour l'océanographie, donc nous avons cessé. Non, je donne un exemple. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aller vers l'extinction de certaines formations qui ne sont pas pourvoyeuses d'emploi aujourd'hui, parce qu'on voit l'émergence d'autres activités qui sont en train aujourd'hui de supplanter celles qui existaient par le passé, comme par exemple dans le domaine de l'intelligence artificielle ou dans le domaine de la technologie, de la numérisation et la digitalisation. Est-ce qu'on pourrait aller vers l'extinction de certaines formations? Pas peut-être de l'extinction, mais peut-être de geler quelques filières. À titre d'exemple, je prends les sciences politiques par exemple, ou le sport, où on a fait le plein, qui fait qu'il y a une pléthore au niveau des enseignants. Je dis une majorité, majorité des établissements, il y a une pléthore en matière c'est-à-dire qu'il y a les étudiants, l'année passée, je prends un titre d'exemple, l'année passée, les dernières années, il y a peu d'étudiants qui sont inscrits en sciences politiques et en sport. Qui fait que maintenant, on sera obligé de, j'allais dire, un peu pour geler pour une période de 2 ans, de 3 ans, ces filières et tout. Mais pour ce qui est des sciences technologies, ça m'étonnait fort. Pour ce qui est l'océanographie, donc c'est une spécialité quand même qui est très importante. Nous avons lié l'Institut des sciences de la mer et de l'aménagement littoral au niveau de Dili Ibrahim, elle pourra éventuellement déposer sa candidature et elle pourra être recrutée. Voilà. Je pense que c'est vrai qu'il faudra, le président de la République nous a instruit d'adopter une vision scientifique basée sur l'approche de l'Algérie nouvelle, qui prévoit de laisser un peu les méthodes classiques d'enseignement supérieur et d'y aller vers la diversification des offres de formation, qui répondent réellement, si vous voulez, à tendance mondiale. Alors, pourquoi exclure les titulaires de magistère salariés? Je suis titulaire de magistère, mais j'enseigne dans un CEM, faute de poste au ministère de l'enseignement supérieur. Suis-je condamné dans ce poste? Il n'est pas condamné. Il pourra, je reviens encore pour dire que cette année, la particularité, et ce sera exceptionnel pour cette année, l'année 2023, ce sera pour les non-salariés. Mais à partir de l'année prochaine,
il n'y aura plus cette condition. Ils pourront éventuellement être recrutés en même titre que les autres, salariés ou non salariés. Alors la plateforme lancée concerne le recrutement au poste permanent. Concernant celle des contrats, ça sera pour quand éventuellement? Est-ce que cette question est envisagée au niveau de votre département ministériel, puisque vous êtes chargé de la ressource humaine et du recrutement? En plus de recrutement en qualité de permanent, donc les maîtres de recherche B, au niveau des centres de recherche, maîtres assistants B au niveau des établissements pédagogiques, il y a des contrats, il y a des projets de décret qui sont au niveau de la Direction générale de la fonction publique, et là en discussion avec les collègues aussi du ministère de la Finance, pour recruter des titulaires de doctorat et ceux de magistère sous forme d'un contrat de 3 années renouvelable. Donc qui fait que ce projet de décret est au niveau doucement. Alors pour ce qui est de la formation, donc des contrats pour l'enseignement, et nous avons un deuxième type de contrat aussi, qui est renouvelable, et au niveau des centres de recherche. Donc qui fait que maintenant le projet est au niveau, je pense qu'on a presque finalisé entre nous, mais peut-être qu'il va, dans la fin de semaine, il pourra passer au secrétaire général du gouvernement pour la publication de terme. Et les discussions avec le secrétaire général du gouvernement et le publier, Inch'Allah. Donc ça, c'est une alternative dans le cas où on aurait éventuellement des étudiants doctorants qui ne seront pas recrutés, ils seront recrutés comme contractuels, ils auront quand même un salaire presque de 80% de maîtres assistants pour les magistères et 80% que ça a proposé. Hein. C'est n'est qu'une proposition, 80% pour les maîtres de conf de classe B. Voilà. Alors vous avez aussi plusieurs dossiers qui sont ouverts au niveau de votre département ministériel. On a vu votre ministre très actif, il est sur tous les fronts au niveau de l'université, tantôt la start-up, tantôt l'innovation, la recherche, l'enseignement, la pédagogie, les réformes qui sont engagées actuellement. Plusieurs autres dossiers sont en chantier également, comme par exemple la fuite des cerveaux, et je sais que c'est un dossier qui est ouvert au niveau de votre département ministériel. Vous y travaillez en profondeur et vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit que depuis quelques années, on assiste à une vraie hémorragie des jeunes médecins vers l'étranger, mais maintenant, c'est les plus expérimentés d'entre eux qui s'y mettent, maîtres assistants et professeurs de médecine, motivés par des salaires conséquents en Outre-mer. Ne faut-il pas que l'État fasse un gros effort pour les retenir et non pas par des mesures, c'est-à-dire négligeables. C'est-à-dire aujourd'hui, si on parle de ce régime indemnitaire, il est conséquent de telle sorte à retenir cette matière grise que nous formons à coup de milliards et qu'on laisse partir malheureusement outre-mer. Monsieur Farid Bouzid, est-ce que c'est une question qui vous interpelle et qui est prioritaire au niveau de votre département ministériel? Parce que certains disent qu'on est devenu quasiment une pépinière de formation pour l'Occident. Et c'est une réalité parfois. Nous sommes une pépinière pour l'Occident, que ce soit pour les sciences médicales ou pour tout ce qui est des filières dans lesquelles nous sommes en déficit. Il y a même les pays du Moyen-Orient qui sont en train de s'y mettre également. En technologie, effectivement, donc il y a une commission qui est en train de travailler, donc avec les collègues du ministère de la Santé, les collègues du ministère du Travail, il y a une commission qui a traité. Nous avons fait quelques propositions qu'on a soumises à Monsieur le Premier ministre. Donc c'est lui qui nous a demandé donc de réfléchir un peu sur quelles sont les difficultés, quelles sont les choses qu'on pourra prendre en charge afin de freiner ce départ. Nous avons des propositions. Nous avons fait quelques propositions. La commission les a soumises à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre nous a demandé de mettre en œuvre, d'expliquer un peu de lui expliquer les mécanismes de mise en œuvre de ces propositions qu'on avait faites. C'est vrai que le salaire est très important. Je pense qu'il n'y a que ça qui est le plus important. Donc, nous allons prendre tout ça en charge dans le statut et dans le régime indemnitaire. Donc l'objectif, justement, Monsieur le Président de la République nous a demandé rapidement de préparer, de revoir de la révision des salaires. C'est surtout par rapport déjà à ça et surtout par rapport à son engagement vis-à-vis des enseignants, des chercheurs et des hôpitaux universitaires. Donc je pense que ce statut, le régime indemnitaire sera quand même qui va répondre un peu, si vous voulez, aux exigences et aux besoins de nos enseignants. Donc ce sera peut-être un salaire assez conséquent qui pourra peut-être un peu
retenir bien sûr cette fuite des cerveaux. Voilà. Alors vous avez cette autre question de l'auditeur, beaucoup de questions sur les questions salariales et bien sûr de statut et cette plateforme mise en place depuis hier. Est-ce que par exemple les centres de recherche et les corps de soutien à la recherche sont concernés également aujourd'hui? Monsieur Khalid Bouzid, beaucoup de questions. Effectivement, pour les chercheurs, pour les centres de recherche, les 19 centres de recherche, nous avons également identifié les besoins. Nous avons dégagé des postes budgétaires qui sont un peu plus de 600 postes, donc qui seront destinés que ce soit pour les docteurs et pour les titulaires de magistère. Donc pour les titulaires de magistère, ils pourront être recrutés en qualité d'attachés de recherche au niveau des différents centres de recherche et également comme maître de recherche, c'est ce que je disais, classe B au niveau des centres. Il y a les établissements pédagogiques et nous avons aussi des recrutements au niveau. Dès qu'on termine, c'est-à-dire juste après, on va lancer également le recrutement au niveau des centres de recherche, les 19 centres de recherche, pour les titulaires de magistère et de doctorat. Alors, vous avez aussi cet autre commentaire de l'auditeur qui vous dit on parle beaucoup d'innovation, digitalisation, intelligence artificielle. Est-ce que la tendance est en train d'inverser aujourd'hui? On considère plus l'intelligence humaine? Oui. C'est elle qui est à l'origine de l'intelligence artificielle. Exactement. De toute façon, en ce qui concerne... Maintenant, nous avons, comme vous savez, créé donc des écoles sur instruction du président de la République. Au niveau de Sidi Abdallah, il y a l'école nationale supérieure dans l'intelligence artificielle. Ça, c'est une discipline qui est transversale, qui touche un peu les différentes j'allais dire les spécialités filières, que ce soit l'agronomique, soit l'électronique, l'informatique, l'agronomie, tout ça, qui fait que maintenant on va vers les filières, si vous voulez, un peu sur les métiers de l'avenir, qui sont l'intelligence, tout ce qui est robotique. Nous allons créer des écoles de robotique au niveau de Sidi Abdallah. Il y aura aussi une école sur le système guidé, qui fait qu'on va maintenant vers des métiers de l'avenir. Et voilà, le ministère de l'Enseignement supérieur est conscient de ça. Et il y aura quand même, d'ici la fin de l'année, d'ici l'année prochaine, il y aura des écoles qui vont être créées pour la médecine de demain également. Donc il y a une école de médecine de demain. Voilà, il y a pas mal de chantiers qui ont été lancés par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Et ceci, bien sûr, passe par la valorisation de l'intelligence humaine. C'était ça la question de l'auditeur. Est-ce que, ce commentaire de l'auditeur, l'université est en souffrance, il faut voir le terrain, est-ce que votre département reçoit les doléances par rapport aux chercheurs permanents également? Autre question de l'auditeur, est-ce que vous avez ouvert une plateforme où on peut saisir directement les responsables de votre département ministériel en cas d'abus, en cas de négligence, en cas, par exemple, où une personne n'a pas été valorisée conformément à son statut? Voilà. Effectivement, de toute façon, depuis quand même une année, nous avons installé donc une plateforme de doléances qui existe pour tous les enseignants, les ATS. Donc chaque direction est chargée donc de répondre aux doléances et d'intervenir et de régler les problèmes, que ce soit pour les chercheurs, que ce soit pour les anciens chercheurs, même pour le personnel administratif et technique. Donc ça existe. Je pense que depuis quand même plus de 2 années, il y a une plateforme de doléances qui existe au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Ils pourront exposer tous leurs problèmes et ils seront pris en charge. Alors, le déficit en enseignants universitaires à l'échelle nationale, il est de combien aujourd'hui? Autre question de l'auditeur. Vous avez donné une estimation voilà. Oui, j'ai parlé à peu près, donc d'ici 2023, on doit atteindre un taux d'encadrement de 1,23. Le déficit était en moyenne de 6300 à 7000 postes et donc nous avons eu cette année, nous avons de la chance, donc grâce à la décision de Monsieur le Président, on pourra maintenant atteindre les objectifs qu'on a définis dans le plan stratégique de l'enseignement supérieur, c'est d'atteindre d'ici 2024, Inch'Allah, un enseignant pour 22. Les critères d'accès au concours, est-ce qu'ils ont été révisés ou ils seront révisés? Parce qu'il parle bien sûr d'une loi datant de 2022. C'est-à-dire réactualisé. Oui, effectivement, il y a un arrêté qui définit la grille le 14 mai 2022. C'est vrai qu'elle a été revue, donc elle sera transmise aujourd'hui. Donc on a revu juste l'entretien, qui était de 6,5 points. Alors comment accéder à la plateforme? Est-ce que vous pouvez nous donner bien sûr le numéro, c'est-à-dire d'inscription à la plateforme? Oui, c'est le site, c'est-à-dire que voilà, l'inscription au site. Je cherche le mot, voilà. Oui. Sur le site, c'est www, donc mesres.dz, donc c'est Tour défi, voilà.
Voilà, Web Tour Défi. voilà, c'est l'auditeur qui demande bien sûr le site d'inscription sur cette plateforme. Monsieur Khalid Bouzid, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions d'auditeurs et on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Bonne journée. Moi. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.